Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Réviser une constitution, c'est toucher au socle de la République, à l'équilibre des pouvoirs et à l'avenir des institutions. Au Sénégal, la réforme constitutionnelle récemment adoptée par l'Assemblée nationale, avec notamment le renforcement des pouvoirs du Parlement, la réduction de certaines prérogatives présidentielles et la création d'une cour constitutionnelle, suscite un débat majeur sur l'avenir démocratique du pays. Cette réforme répond-elle à une véritable exigence de consolidation institutionnelle ou traduit-elle une nouvelle recomposition des rapports de force au sommet de l'État? Et surtout, chers amis internautes, quel enseignement les démocraties africaines peuvent-elles tirer du cas du Sénégal? Pour en parler, je reçois pour vous le professeur Théodore Olo, éminent juriste, universitaire de renom, spécialiste du droit public et du droit constitutionnel, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien ministre, il demeure l'une des grandes voix de la pensée juridique et institutionnelle béninoise. Pour ce Théodore Olo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ou dois-je dire sénateur Olo? Bonjour, monsieur le journaliste. Le Sénat n'est pas encore installé, même si je suis membre de droit. Donc je suis pour le moment professeur et je demeurerai toujours professeur. Merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien sur la réforme constitutionnelle au Sénégal. Alors, d'entrée de jeu, on aimerait savoir, lorsqu'un État décide de réviser sa constitution, quels sont les critères qui peuvent distinguer une réforme de nécessité d'une réforme d'opportunité politique? Je voudrais rappeler que la Constitution est le pacte fondateur de vivre ensemble en harmonie dans un État. Quelles sont les règles de fonctionnement des institutions? Quelles sont les libertés qui sont garanties? Et il y a le préambule qui rappelle un certain nombre d'exigences. Et vous devez savoir, comme on le dit souvent, que la Constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Une constitution est appelée à être révisée. Parce que c'est une génération, compte tenu de ses préoccupations, qui a élaboré et adopté une constitution, mais qui continue à s'appliquer à de nouvelles générations qui ont d'autres aspirations, qui doivent pouvoir trouver leur expression ou leur garantie dans la constitution. Voilà pourquoi la constitution prévoit elle-même sa révision, ses modalités de révision. Il y a dans certaines constitutions ce qu'on appelle des clauses d'éternité ou des clauses intangibles, c'est-à-dire des règles qui ne peuvent pas être modifiées. Quand vous prenez le cas du Bénin, par exemple, la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État ne peut pas faire objet de révision. De la même manière, la révision ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Au Bénin, dans la Constitution, je crois qu'en RDC également, la question se pose. Quand le territoire est occupé, parce qu'il y a un conflit, on ne peut pas procéder à la révision de la Constitution quand il y a atteinte à l'intégrité du territoire. En RDC, aujourd'hui, le problème se pose. Une partie du territoire est occupée par le M23. Je ne dirais pas que les Rwandais aussi occupent une partie du territoire, parce que tant pronto, je ne voudrais pas me mêler. Est-ce que tous les citoyens, surtout ceux qui sont dans ces régions, qui sont concernés par la Constitution, peuvent apporter leur réflexion ou exprimer leur vote quant aux nouvelles dispositions qu'on veut introduire dans la Constitution? Voilà pourquoi, généralement, il n'est pas admis qu'une Constitution soit révisée quand elle est portée atteinte à l'intégrité du territoire. Et ceci aussi tient compte de l'expérience de la France avec le gouvernement de Vichy, où la nouvelle constitution a été abandonnée pour pouvoir tenir compte des exigences des occupants et nazis. Donc la constitution peut être modifiée pour tenir compte des nouvelles aspirations, des nouvelles générations. Mais les modalités de cette révision sont souvent précisées dans la constitution. Quand vous prenez par exemple la constitution du Bénin, il y a d'abord l'exigence d'une majorité déterminée pour la recevabilité par le Parlement du projet de révision par l'Assemblée nationale. Ensuite, maintenant, quand c'est déclaré recevable, alors on a la possibilité
de le faire adopter directement par le Parlement à une majorité supérieure, les 4/5e, ou alors on le fait adopter par référendum. C'est précisé. Donc généralement, la Constitution elle-même prévoit les modalités de ces révisions et exclut aussi les règles qui ne peuvent pas faire objet de révision. Donc ce n'est pas intouchable. Alors, lorsque vous prenez le cas du Sénégal, selon vous, au regard de votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est une réforme constitutionnelle qui répond aux besoins d'une génération? Le cas du Sénégal, apparemment, d'après ce que j'en sais, il y avait déjà eu une concertation pour un dialogue pour la nécessité de la révision de la Constitution. Est-ce que tous ces éléments-là ont été pris en compte? Est-ce qu'il y a de nouveaux rajouts? On aura l'occasion d'en discuter parce que cela exprime également une expérience qui est toujours malheureuse au Sénégal et nous aurons l'occasion d'en discuter certainement. Est-ce que vous pensez que cette réforme est pertinente lorsqu'on parle de renforcement du pouvoir du Parlement, de création d'une Cour constitutionnelle et de limitation de certaines prérogatives du président de la République? Il y a une question qui se pose lorsque vous faites la révision d'une constitution. Au Bénin, par exemple, nous avons un régime présidentiel. C'est le président de la République qui est aussi chef du gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de la nation. Vous avez, le président de la République est élu au suffrage universel direct. En Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est des régimes parlementaires. C'est le chef du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire au Parlement qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre. Le chef de l'État n'est que le garant de l'unité nationale, le symbole de l'unité nationale. En Grande-Bretagne, c'est le roi. Et quand il va prononcer le discours du trône, généralement, il ne fait qu'exprimer le choix effectué par le parti majoritaire au Parlement, donc le programme du Premier ministre. Quand c'est un conservateur qui est Premier ministre, le discours du trône va refléter le projet de société des conservateurs. Quand c'est un travailliste qui est Premier ministre, le discours du trône va refléter les options des travaillistes. Il ne fait donc que indiquer le choix du parti ou de la coalition majoritaire au Parlement. Le chef de l'État n'est pas issu du suffrage universel. Vous avez le régime semi-présidentiel qui est celui de la France et qui est celui du Sénégal également que nous n'avons pas voulu accepter. Souvenez-vous qu'à la conférence nationale, il y avait eu des débats sur la question. Certains avaient souhaité que le Bénin ait un régime semi-présidentiel. Et si vous vous souvenez, n'ayant pas pu trancher cette question aussi bien pendant la conférence nationale, pendant la vulgarisation du projet de l'avant-projet de constitution, Oui. la question a été posée directement au corps électoral. Il y avait 3 bulletins. Le bulletin blanc pour accepter le projet de constitution tel que c'est élaboré, à savoir un régime présidentiel, et la limitation d'âge, 40 ans au moins révolu, pour être candidat, et 70 ans maximum pour être candidat, parce qu'il y avait les ancêtres de la République, les Baga, les Ahoumanigbe et autres, qui étaient aussi au cœur de la République et qui aspiraient aussi à être candidats. Mais il y a la limitation d'âge. On n'a pas tranché cette question. Ceux qui sont d'accord pour la Constitution dans cet État prennent le bulletin blanc. Ceux qui sont contre la limitation des mandats prenaient le bulletin vert. Et ceux qui sont pour le régime semi-présidentiel et non pas présidentiel prennent le bulletin rouge. Je crois que le bulletin blanc, à savoir régime présidentiel et limitation d'âge, ont pris le bulletin blanc à plus de 84%. Oui. Ce qui montre que c'est le peuple béninois qui a eu à trancher. Parce que le régime semi-présidentiel entraîne toujours des tensions. Vous avez vécu le cas d'abord avec et Chirac, ensuite avec maintenant le président Macron, il dissout le Parlement,
il n'a pas la majorité au Parlement. Or, c'est la majorité au Parlement qui a la possibilité de désigner le Premier ministre. Ce qui fait qu'il y aura une contradiction entre le programme du président de la République, élu au suffrage universel direct, et celui du Premier ministre, car le président de la République n'a pas une majorité parlementaire pour soutenir son action. Parce que ces actions sont définies et mises en œuvre généralement à travers des lois. Donc il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits. Voilà les risques que comporte le régime semi-présidentiel. Nous le vivons actuellement au Sénégal et nous avons l'occasion de revenir là-dessus. Ce n'est pas la première expérience où cette cohabitation a créé des tensions au Sénégal. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que vous pensez que ça ne va que s'arrêter à ce niveau-là? Est-ce que vous ne pensez pas que cela s'envenime davantage lorsqu'on écoute un peu le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Vous avez indiqué des points, deux points là-dessus sur lesquels je vais revenir rapidement. Le renforcement des pouvoirs du Parlement? Non, vous avez parlé, par exemple, entre autres, du changement de dénomination Conseil constitutionnel. En Cour constitutionnelle. Et Cour constitutionnelle. Tout à fait. Une avancée ou un changement institutionnel? Les Français ont adopté un Conseil constitutionnel en 1958 qui était plus un organe de conseil et de garantie des prérogatives du président que les juridictions en tant que telles. Je crois que c'est à partir de 1961 que le Conseil constitutionnel a commencé par garantir les libertés fondamentales des citoyens, qui a commencé à se transformer en juridiction. Par exemple, nous, dès 1990, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. Or, en France, il a fallu attendre 2008 avant que les citoyens, par la question prioritaire de constitutionnalité, saisissent le Conseil constitutionnel. Donc, certains ont gardé l'habitude de parler de Conseil constitutionnel tout en réservant les prérogatives d'une juridiction à l'institution. Donc, le Sénégal se met en harmonie avec sa fonction. Parce que dans le Conseil constitutionnel, il y a des questions sur lesquelles le Conseil ne se sent pas compétent. Le cas de la RCA en 2016, ils avaient une Cour constitutionnelle qui s'était opposée à la volonté du président de la République de réviser la Constitution pour avoir un troisième mandat. Quand le président de la Cour constitutionnelle a été révoqué, contrairement au texte qui prévoit qu'elle est inamovible dans ses fonctions, ils ont créé un Conseil constitutionnel. Donc, ils donnent moins de pouvoir à la Cour et au nouveau Conseil constitutionnel. Donc, cela pose également un problème. Vous avez évoqué le fait que le président de la République est un chef de parti. En principe, le président de la République est le garant de l'unité nationale. Une fois qu'il est élu, il ne doit plus être chef de parti. Donc vous approuvez cette réforme? Il n'est pas le président d'un clan contre un autre. Or, s'il est dans un parti, il est forcément opposé à un autre. Or, il est d'abord le garant de l'unité nationale. Donc, en principe, le président de la République ne doit pas être chef de parti politique. Et je ne pense pas que dans le cadre du Bénin, nous avons eu des présidents chefs de parti. Soglo n'était pas président de la Renaissance du Bénin. Je vois que c'était son épouse, Mme Vieira, qui était le président. L'Union fait la nation n'était pas dirigée par le président Kérékou à l'époque. Je crois que c'était Amoussou Bono qui en était le patron. FCBE n'était pas dirigé par Yahi Boni à l'époque, si mes souvenirs sont exacts. Donc, le président de la République, une fois qu'il est élu, même s'il était chef de parti avant d'être élu, parce qu'il ne proposait pas un parti, une fois qu'il est élu, il devient le garant de l'unité nationale. Il ne devrait plus assumer les fonctions de chef de parti, sinon il devient le patron d'un clan contre l'autre clan, ce qui est contraire à la nécessité d'incarner la nation, qui est la mission essentielle aussi, l'une des missions essentielles du président de la République. Alors, professeur Olo, dites-nous déjà, est-ce qu'on peut analyser de façon pertinente cette réforme indépendante des tensions politiques entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko?
Je vous ai dit que la révision de la Constitution n'est pas interdite. Il y a des dispositions qui ne peuvent pas faire objet de modification. C'est le contexte qui pose problème parce qu'effectivement, il y a une rivalité aujourd'hui entre Sonko et Faye. Vous savez très bien que les deux étaient ensemble, avaient été condamnés. Sonko, ne pouvant pas, avec sa condamnation, être candidat à l'élection, a soutenu Faye pour que Faye soit président. Il a été nommé, il a été élu, Faye. Sonko a été nommé Premier ministre, donc chef du gouvernement. Mais en réalité, dans un système présidentiel, quand il y a concordance entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État qui donne les orientations, que met en œuvre à travers la direction du gouvernement, le Premier ministre. Sonko, pensant qu'il est le patron, n'a pas voulu certainement se sentir sur tous les points, être sous la tutelle de celui qui l'a fait venir. Et il a été peut-être frustré par le fait que, contrairement à son souhait, la condamnation qui le prive de l'éligibilité n'a pas été remise en cause pour nous ouvrir les voies afin qu'en 2029, il puisse à nouveau être candidat. Or, il y avait une complicité entre les deux. L'un devait après la place de l'autre par rapport à sa situation juridique. En principe, on devait trouver un compromis pour que, après un premier mandat, l'autre également puisse être candidat pour que le peuple ait la possibilité de choisir. Et ce n'est pas la première fois que le Sénégal vit cette situation. Il y avait aussi un cas similaire entre Senghor et Mamadou Dia. Senghor qui était président de la République, Mamadou Dia qui était président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre. Ils étaient tous membres de l'UDS. Ils avaient été déjà au niveau de la fédération du Mali. Mais en 1962, le Parlement voulant voter une motion de censure contre Dia, à l'initiative de Senghor, Dia a fait venir la gendarmerie pour bloquer l'accès au Parlement aux députés. Senghor a eu le soutien de l'armée. C'était en décembre 1962, le 22 décembre, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est la seule tentative de coup d'État qu'il y a eu au Sénégal. Dia a été arrêté, condamné. Je crois qu'il a fait plus de 10 ans en prison. Il en est sorti pratiquement aveugle. Donc cette cohabitation, malheureusement, a donné lieu à cette tension. J'espère que la même situation ne va pas se reproduire entre Sonko et Faye. Parce que quand les militaires arrivent au pouvoir, comme on le voit dans certains pays, comme l'a dit le colonel Ao Philippe, ministre de l'Intérieur du général Soglo en 5 à Porto-Novo, le pouvoir est comme le sein d'une femme, dès qu'on se met le sucer, c'est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir en 72 au Bénin, il a fallu la faillite économique, la conférence nationale pour que les militaires quittent le pouvoir. Donc une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas envie de se retirer. Vous voyez au Mali, au Niger, où maintenant il n'y a plus d'élection. C'est un mandat de 5 ans renouvelable à l'infini. Donc il faut éviter de donner l'opportunité par la violation des règles du jeu démocratique aux militaires de s'accaparer du pouvoir. Alors, professeur Orlo, certains observateurs estiment que cette réforme pourrait redéfinir les rapports de force au sommet de l'État. La question, c'est de savoir, le droit constitutionnel peut-il devenir un instrument de gestion des rivalités politiques? Je vous ai rappelé la mission du droit constitutionnel. On dit que le constitutionnel vise à encadrer et limiter le pouvoir des gouvernants et garantir les droits fondamentaux des gouvernés, des citoyens. Donc encadrer et limiter le pouvoir. Par exemple, le président de la République ne peut pas tout faire. Il y a des limites, il y a des répartitions. Il doit décider, il n'a pas un pouvoir de vie ou de mort sur les citoyens. La Constitution le garantit cela.
Donc ce n'est pas un instrument de rivalité entre les acteurs du pouvoir politique. Ils sont là pour gérer l'intérêt général dans les conditions précisées par la Constitution. Mais vous savez, la tentation est toujours grande quand les gens ne sont pas confrontés à les résistances de la population, à ce que tout gouvernant ait tendance à aller au-delà de cette prérogative jusqu'à ce qu'il rencontre des résistances. Vous vous souvenez de Trump en 2020, qui n'a pas hésité pour contester sa perte de l'élection présidentielle, d'envoyer ses militants à l'assaut du Capitole, qui est le symbole de la démocratie aux États-Unis. Vous voyez les limites aujourd'hui, vous voyez les tentations de Trump d'aller au-delà de ses prérogatives. De temps en temps, la Cour suprême, bien qu'il ait la majorité des conservateurs au niveau de la Cour suprême, qui n'arrive pas à dire que certaines de ces décisions sont contraires à la Constitution. Parce que la Cour suprême joue son rôle de contrepoids. Voilà pourquoi il y a des organes de contrepoids pour empêcher que la Constitution ne soit un instrument de règlement de compte. Il y a des organes chargés de réguler le fonctionnement des institutions. Par exemple, la Cour constitutionnelle est un organe régulateur du fonctionnement des institutions au Bénin, par exemple, alors que le Conseil constitutionnel n'avait pas cette prérogative au Sénégal. Mais voilà pourquoi, sur certaines questions, le Conseil constitutionnel dit qu'il n'est pas compétent. Maintenant, on va lui donner ce rôle de régulateur pour que s'il y avait conflit d'attribution entre le Premier ministre et le président de la République, que la Cour dise, selon le droit, qui doit assumer telle ou telle responsabilité. Donc, c'est des nécessités d'avoir cette idée en tête, à savoir encadrer et limiter le pouvoir des gouvernants, garantir et protéger les droits des citoyens. C'est la mission d'une constitution. Ce n'est pas une occasion de règlement de compte entre les acteurs du pouvoir politique. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que dans le cas du Sénégal actuel, il y a en dessous ou de façon voilée un règlement de compte politique? Certains estiment que le président Ousmane Sonko infantilise Bassirou Diomaye Faye qui incarne une institution, celle du président de la République. Il y a forcément une volonté de règlement de compte, c'est une évidence. Je vous ai dit que le régime semi-présidentiel a toujours, dans son essence, cette possibilité. Vous vous souvenez, quand le président Chirac a été élu en 1995, je crois en 2000, il y a eu une dissolution. C'est les socialistes qui sont devenus majoritaires et c'est Lionel Jospin qui est devenu Premier ministre. Vous savez qu'il y a eu des tensions entre les deux. À tel enseigne que les deux se sont retrouvés comme candidats à l'élection présidentielle. Malheureusement, et Jospin n'est pas arrivé au second tour. C'est Le Pen qui est arrivé au second tour. Et il y a une forte mobilisation même de la part des socialistes pour soutenir la droite, à savoir Chirac, pour lui permettre sa réélection. Donc il y a toujours cette tension. Voilà pourquoi nous avons voulu l'éviter au Bénin. Et vous avez vécu la même situation en 1962 entre Senghor et Mamadou Diaz. Voilà pourquoi j'ai fait ce rappel pour montrer que dans son GEM, quand il y a une rupture entre la majorité parlementaire et le président de la République, même si le président de la République est élu au suffrage universel direct, même si les députés sont élus au suffrage universel dans leur circonscription, ils incarnent aussi la souveraineté nationale et par conséquent, ils ont aussi la même légitimité. Il y a conflit entre les deux. C'est la sagesse qui fait qu'on essaie de corriger le tir sans faire apparaître les divergences à l'extérieur pour garantir l'efficacité de l'action gouvernementale. Donc tout le monde n'a pas cette sagesse. Or, il vaut mieux l'éviter en évitant d'avoir un président de la République élu au suffrage universel direct qui ne soit pas celui qui détermine et met en œuvre la politique de la nation, alors qu'il a été élu sur la base d'un projet de société qu'il a proposé au peuple souverain. Alors, professeur Lo, dites-nous, lorsqu'on regarde un peu, on parcourt de façon sommaire et expéditive cette réforme constitutionnelle qui fait cas de renforcement du Parlement, qui voit ses pouvoirs considérablement élargis avec contrôle renforcé de l'action gouvernementale, commission d'enquête plus puissante, obligation d'informer les députés des conventions portant sur les ressources naturelles, adoption des résolutions parlementaires, contrôle accru de l'exécutif. Est-ce que avec tous ces pouvoirs consacrés ou confiés au Parlement, est-ce que le régime reste conforme?
Est-ce que là, on ne glisse pas progression vers un régime parlementaire? Non, le régime parlementaire exclut un président de la République élu au suffrage universel direct. Donc, c'est déjà le premier élément. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais vous voyez dans ce qui est fait des prérogatives qui relèvent de la compétence de tout Parlement. Voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Lorsqu'il y a concordance entre majorité parlementaire et majorité présidentielle, ce contrôle ne vise pas à bloquer l'action du gouvernement parce que c'est la même vision politique. Mais quand il y a divergence, le contrôle peut tenter de bloquer l'action gouvernementale, la vision du président de la République, ce qui crée des tensions. Vous voyez dans cette nouvelle constitution adoptée, en principe, dans un régime parlementaire et semi-présidentiel, il y a ce qu'on appelle l'équilibre des moyens d'action réciproques. Le président de la République peut dissoudre le Parlement, ce qui lui permet d'avoir un Parlement sage, comme le Parlement, par une motion de censure, peut renverser le gouvernement. Ce qui fait que le gouvernement doit aussi faire preuve de sagesse pour éviter la censure. Or, dans la réforme qui est faite, certes, on maintient la motion de censure sans limitation. On encadre la dissolution, à savoir, justement, cela se fera qu'une seule fois. Donc il y a déjà une rupture de l'équilibre entre moyens d'action. Voilà pourquoi je dis que c'est un moyen de règlement de compte et non pas la mise en œuvre de mécanismes qui caractérisent un régime politique. Dans un régime parlementaire, il y a nécessairement l'équilibre des moyens d'action réciproques. Gouvernement, ou le président de la République, prérogative de dissolution du Parlement, l'Assemblée nationale, possibilité de motion de censure. Dans le régime présidentiel, vous n'avez pas ce type de possibilité. Le Parlement ne peut pas voter une motion de censure contre le gouvernement. De même, le président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement. Donc, chaque régime a ses caractéristiques. Mais ces moyens d'action permettent de préserver l'équilibre. Mais quand il y a rupture de l'équilibre, il y a déviation de la finalité de ce constitutionnalisme-là. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye souhaite soumettre au référendum la réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement. Selon vous, le président du Parlement estime que cette réforme pourrait être promulguée telle. Lorsque vous regardez un peu les textes du Sénégal, qui est en phase avec les textes? Je crois que c'est généralement le président de la République qui a le choix. L'adoption n'exclut pas le référendum. Comme le Parlement, comme le président de la République peut demander aussi, comme chez nous, après le vote, l'adoption avec une certaine majorité dont dispose le PASTEF au Parlement, ce qui confirme le premier choix qui a été fait. Donc cela ne pose même pas de problème. Mais le choix doit revenir au président de la République parce qu'il faut aussi qu'il ait des moyens d'action. Si le PASTEF estime qu'il exprime la volonté du peuple parce qu'il y a la majorité du Parlement, mais il n'y a pas de crainte de se référer au peuple. Vous vous souvenez, nous, quand on était au Conseil de la République, lorsqu'il y a eu le débat au niveau du Haut Conseil de la République, qu'on n'a pas pu trancher la limitation des mandats, on n'a pas dit que nous allons quand même le régler au niveau du Haut Conseil de la République. On a posé la question au référendum. Alors que d'habitude, le référendum, c'est oui ou non. Or, cette fois-ci, le référendum a été non simplement oui ou non, mais vous avez trois possibilités. La Constitution, dans son état actuel, régime présidentiel, limitation des mandats. La Constitution, sans limitation d'âge pour être candidat,
ou plutôt la constitution avec un régime semi-présidentiel. C'est le peuple au peu qu'on a fait référence, parce que c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté. Donc je ne vois pas de mal à ce qu'un texte puisse être soumis à l'approbation du peuple souverain. Et de ce point de vue, je pense que le président Faye a raison de pouvoir solliciter le peuple. Il appartient maintenant au peuple souverain de trancher le conflit entre les deux acteurs politiques. Alors, donc, quelles sont les marges de manœuvre que dispose le président de la République dans le cas du Sénégal? Est-ce qu'il peut décider de soumettre ce texte-là au référendum à la fin de son mandat, ou est-ce qu'il peut aller contre la décision du référendum si elle est en faveur de la réforme constitutionnelle, décider de promulguer cette loi carrément à la fin de son mandat? Je ne pense pas que dans la constitution du Sénégal, comme dans aucune autre constitution, on a dit que le président de la République est le détenteur de la souveraineté. Les constitutions disent généralement que le peuple est le détenteur de la souveraineté qu'il exerce à travers ses élus ou ses représentants ou par référendum. Mais une fois le peuple a exprimé sa volonté à travers le référendum, le président de la République ne peut pas s'empêcher de respecter la volonté du peuple. Est-ce qu'il y a un délai qui le contraint à aller au référendum? Il y a une question de bon sens. Vous n'allez pas, même si on ne prévoit pas un délai, parce que je ne crois pas que dans la Constitution du Bénin, il est prévu un délai pour aller à un référendum. Le bon sens veut que généralement, on aille au référendum une fois que le vote de la recevabilité est déjà acquis. C'est quelque chose de bon sens, parce que la Constitution ne peut pas rentrer dans tous les détails. Sinon, ce n'est plus une Constitution. Et la Cour constitutionnelle est là pour interpréter la Constitution. Lorsqu'il y a ce genre de problème, dans certains pays, c'est la Cour constitutionnelle qui peut donner un délai. Il faut dire que ça peut se faire dans 2 semaines ou dans 1 mois pour aller au référendum. Là, la Cour constitutionnelle tranche la question. Parce que la Constitution ne veut pas trancher tous les problèmes liés au fonctionnement des institutions. Parce qu'on ne les connaît pas. Ça peut apparaître des années après. Or, si vous avez indiqué quelque chose qui a déjà évolué, votre Constitution est dépassée. D'où l'interprétation qui est assurée par la Cour constitutionnelle. Alors, nous, lorsqu'on les voit de près par rapport au cas du Sénégal, il y a quand même une interrogation qui revient dans les esprits, c'est de savoir, lorsqu'une constitution, ou la constitution actuelle, l'actuelle réforme, lorsqu'elle viendra être adoptée ainsi, est-ce qu'elle ne va pas générer à l'avenir des crises politiques? Parce qu'on a comme l'impression que le projet politique, c'est de destituer Bassirou Diomaye Faye. Je ne pense pas que le Parlement ait la possibilité de destituer un président de la République. Dans certains pays, il y a la mise à l'accusation. Par exemple, au Bénin, il y a la haute trahison. Il y a la corruption. Entre autres, il y a le fait également que le président de la République ne réponde pas au message ou à l'interpellation du président de la République, qui sont des cas prévus pour que le président puisse passer devant, puis être destitué à travers une haute cour de justice. Donc ce n'est pas le Parlement qui va destituer. Le Parlement peut dire qu'il y a violation de la Constitution, le président n'a pas respecté son serment, il est passible de la haute cour de justice. Sinon, en principe, un président de la République, durant l'exercice du pouvoir, bénéficie d'une immunité liée à sa fonction, sauf les cas prévus par la Constitution, généralement la haute trahison, entre autres. Et par conséquent, ce n'est pas le Parlement qui décide que la haute trahison est accomplie et que par conséquent, le président est destitué. Ben, c'est la haute cour de justice qui en décide, comme l'impeachment aux États-Unis, qui a emporté Nixon, qui a dû démissionner avant même que la procédure aille à son terme, parce qu'il était évident qu'il allait être destitué. Et c'est le Parlement qui se réunit en tant que tel, en tant que juridiction, pour destituer le président de la République. Donc, ce n'est pas le Parlement qui le fait, c'est la haute cour de justice. Au Bénin, nous avons une haute cour de justice qui est permanente. En France, il y a une haute cour de justice qui n'est mise en place que lorsque le président est mis en accusation.
Une fois que le verdict est rendu, la Haute Cour de justice cesse sa fonction. Et il y a également une énigme qui est dans les esprits des uns des autres, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on a été porté au pouvoir, sur la base peut-être du discours tenu, est-ce qu'une fois le pouvoir pris, on peut se rendre compte de certaines autres réalités qui peuvent nous amener à réajuster notre programme? Vous savez, le programme que vous avez, qui vous a amené au pouvoir, est un programme qui reflète généralement l'idéologie de votre parti ou la vision de votre camp. Mais vous devenez, une fois élu, le président de toute la nation. Vous ne pouvez pas oublier les préoccupations d'une partie de la population. Voilà pourquoi, dans certains pays, il y a ce dialogue entre la majorité et l'opposition qui permet au président de la République de prendre en compte aussi les préoccupations des partis de l'opposition. L'opposition n'est pas là pour bloquer, l'opposition est là pour faire des critiques et faire des propositions alternatives. Et le président peut être inspiré par certaines de ces propositions et en tenir compte. Vous le voyez généralement dans les pays développés, hein, il y a des rencontres quand il y a des tensions entre le chef de l'État et les différents partis politiques. C'est Le Pen, la Renaissance nationale. Avant, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen qui n'était pas invité. Tous les autres partis politiques qui sont invités, on les écoute parce que le président de la République incarne désormais l'unité nationale. D'où le dialogue avec l'opposition pour prendre en compte certaines observations pertinentes de l'opposition. Voilà pourquoi l'opposition aussi doit faire des propositions alternatives pour apporter un éclairage. Et cet éclairage est utile également pour les citoyens, pour que demain, s'ils doivent élire un président de la République, ils tiennent compte. S'ils sont du côté des propositions faites pendant ces critiques par l'opposition, de donner la possibilité à l'opposition de venir aux affaires. Mais vous savez, quand vous venez aux affaires, que vous découvrez la réalité des choses, vous adaptez. Donc, aucun programme ne peut être appliqué intégralement sans tenir compte des réalités que vous ne connaissez peut-être pas quand vous êtes au pouvoir ou que vous découvrez parce que les choses ont évolué, que l'opposition aussi vous apporte un éclairage. D'où l'utilité du dialogue dans un régime démocratique. Est-ce qu'on a comme l'impression que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se sont opposés sur la façon de faire qui n'est pas en cohérence avec les objectifs de départ qui étaient fixés? Là, c'est un problème au niveau d'un camp. Ce n'est pas un problème au niveau de la nation. Et je vous ai dit que dans nos traditions, vous ne pouvez pas avoir deux chefs dans un même navire. L'un voudrait aller à gauche, l'autre voudrait aller à droite. Le navire ne va pas tanguer, ne peut pas aller des deux côtés à la fois, ne peut aller que d'un seul côté. L'un doit reconnaître que, voilà, pendant la durée du mandat, le chef, même si je ne suis pas d'accord, étant donné que nous sommes ensemble, il a raison. Quand le peuple va me donner la possibilité d'être à sa place, je mettrai en œuvre ma vision. Ne pas dire, maintenant j'ai la majorité, je vais régler mes comptes. Ce n'est pas, à mon avis, c'est un esprit qui est un esprit partisan, mais qui n'est pas garant du vivre ensemble en harmonie. Et qu'en court le Sénégal face à cette crise-là qui ne cesse de s'envenimer de jour en jour. Actuellement, le président Bassirou Diomaye Faye compte créer son parti politique également. Alors, on a comme l'impression qu'au fur et à mesure, ça tout l'aide, une réponse du berger à la bergère à travers des actions hautement politiques. Vous savez, je ne vais pas répondre à cette question, tout simplement parce que nous ne pouvons jamais préjuger de l'avenir. Je vous ai rappelé le même cas que le Sénégal a connu en 1962, et vous avez constaté cela a failli donner lieu à un coup d'État. Mahamadou Dia ayant le soutien de la gendarmerie, l'armée ayant soutenu le président Senghor, à telle enseigne qu'au niveau du Sénégal, l'armée est désormais apolitique. Et quand la CEDEAO, dans le cadre du protocole de convergence constitutionnelle de 2001, voulait étendre le droit de vote aux militaires, le Sénégal a dit que c'était contraire à sa constitution. Le texte avait été préparé par le président Dosso Robert. J'avais fait partie du comité d'experts désigné par la CEDEAO pour apprécier le travail. Mais il y avait cette réserve des Sénégalais. Et vous voyez qu'au Bénin, les militaires ont le droit de vote. Alors qu'au Sénégal, ils n'ont pas le droit de vote parce qu'on veut les mettre à l'écart du champ politique en tenant leçon de leur expérience. Je ne souhaite pas
que cette tension soit réglée par les militaires, parce qu'on sait quand ça commence le pouvoir militaire, on ne sait jamais où est-ce que ça s'arrête. Et quand il y a les militaires, ils n'ont pas été éduqués pour garantir les libertés fondamentales. Merci à vous, professeur Théodore Hulot. Je crois que nous allons observer la situation et peut-être revenir au cas où cela va évoluer. Un petit commentaire pour conclure sur le cas du Sénégal, sur vos espérances. Mon espérance, c'est que la sagesse puisse triompher, que le président de la République reconnaisse qu'il ne peut pas être chef de l'État et chef de parti politique parce qu'il incarne l'unité nationale, que Sonko reconnaisse qu'il est président de l'Assemblée nationale, il n'est pas chef du gouvernement et par conséquent, il ne peut pas profiter de sa position pour limiter le pouvoir du président de la République en disant que la dissolution ne peut se faire qu'une seule fois et de se souvenir que la souveraineté appartient au peuple, que la Constitution, pour avoir sa pleine légitimité, a besoin, étant donné les divergences entre les deux acteurs, d'être soumise à l'arbitrage du peuple souverain qui va l'approuver ou le rejeter par référendum et le peuple aura tranché. Merci à vous, professeur Théodore Hulot. Une petite digression positive, si j'ai noté si bien. Dans quelques jours, le Sénat sera installé. Vous êtes sénateur. Est-ce qu'on peut savoir vos espérances placées en cette institution dans laquelle vous ferez partie dans les jours à venir? Vous savez, comme le Sénat, je l'ai souvent dit, hein, quand je suis allé à la conférence nationale, il y a des partis politiques qui ont pensé que cela ne servirait à rien. Nous avons vu les résultats que cela a donné. Il y a des choses positives dans les dispositions du Sénat, mais tout ne peut pas être rose. J'irai, je travaillerai en tenant compte de ma vision des choses et j'espère que cela contribuera à préserver, comme c'est la mission du Sénat, la paix, l'unité sociale, l'unité de la stabilité politique, l'unité du pays, le développement. Parce que c'est ça notre préoccupation, que nous soyons divergents sur des questions. Nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'allons pas détruire la patrie. Voilà pourquoi je refuse toujours le confort de mes rigidités ou le conservatisme idéologique. Le monde évolue, moi aussi je dois pouvoir évoluer et apporter ma contribution à l'approfondissement de la démocratie. Nous l'avons commencé depuis la conférence nationale. Je n'ai pas regretté d'y être allé. Certains l'avaient critiqué à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde applaudit la conférence nationale. Et ce que la conférence nationale a prouvé également, c'est l'utilité du dialogue et de l'écoute réciproque. Donc il faut le dialogue et le respect mutuel entre citoyens du même pays, même si nous n'avons pas le même point de vue. Dernière interrogation, vous avez vu le mercredi dernier des membres qui ont été nommés par le président de la République et d'autres désignés par l'Assemblée nationale. On a maintenant une vision claire sur la composition de cette première mandature du Sénat. En tant que sénateur, quelles sont vos impressions? Est-ce que cela augure de l'avenir hautement meilleur pour la République béninoise? Parce que vous regardez un peu les personnalités qui sont... Je n'ai pas l'habitude de lire dans le marbre, dans le truc là. Je ne suis pas un devin. Mais vous connaissez un peu la qualité des personnalités qui ont été nommées, qui ont été désignées? Je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas dire que je connais leur qualité. C'est à l'œuvre qu'on découvre l'artisan. C'est quand je me mettrai à travailler avec eux que je pourrais me dire, ah, j'ai des difficultés. Je ne peux pas dire parce qu'il a tel passé, je ne peux pas travailler avec lui. Je n'ai pas cette culture-là. Nous nous mettons ensemble. C'est comme par exemple quand le président Soglo, en tenant compte de l'action du Parti communiste béninois pour le renouveau démocratique, avec des arrestations, des gens qui sont enfermés à Segbana, le tribut qu'ils ont payé pour le renouveau démocratique, ils ont refusé de venir à la conférence nationale. Le président Soglo a voulu former son gouvernement. Ça devait être en 93 ou 95. Il a fait appel au Parti communiste. Il avait proposé Yassounou, Magloire, mais qui dit, et les communistes disent qu'il ne sera au gouvernement que si on déplace Béga Antoine du ministère de l'Intérieur. Le président Soglo a dit, mais ce n'est pas vous qui formez le gouvernement. Il serait venu, même si Béga était là, parce que Béga n'est qu'un individu parmi tant d'autres.
Et ce n'est pas lui le chef du gouvernement. Donc je n'ai pas cette rigidité était là. Il serait venu qu'ils n'auraient pas leur réflexion aidé à mieux gérer peut-être les affaires du pays. Donc voilà pourquoi je dis que je ne peux pas dire d'autorité que je ne peux pas travailler avec telle personne. Vous avez quand même connaissance du professeur Robert Dossou. J'ai tout travaillé avec le professeur j'ai tout travaillé avec le professeur et Dossou. Je connais tout ce monde-là. J'ai travaillé avec eux. Je n'ai pas d'inquiétude. Mais vous avez parlé de ceux qui ont été nommés le mercredi dernier. Je ne connais pas tout ce monde-là. Donc je n'ai pas d'a priori. Mais c'est à lui qu'on découvre l'artisan. L'artisan. Accepterez-vous diriger le Sénat? Vous savez, je ne vais pas cela pour dire je vais être le président. Je suis là pour apporter ma contribution, quelle que soit ma position. Quand j'allais à la conférence nationale, je n'ai pas dit que je serais au présidium. On m'a choisi. J'ai assuré d'être secrétaire général adjoint. Je n'ai pas dit que forcément que je sois le président. Je n'ai pas ce genre d'ambition qu'à ce quelque part je dois être le premier. Ça sert à quoi? L'essentiel est d'apporter ma réflexion, quel que soit mon niveau. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé à l'INGA, l'Institut national des sciences juridiques et administratives. J'ai été nommé directeur adjoint. J'avais comme président, paix à son âme, directeur Jean-Julien Kodiovi, que j'avais connu à Orléans et puis après à Paris, qui est mon aîné, qui avait déjà dirigé le CEFAP, donc qui a une expérience en matière de gestion de ce genre d'établissement. En 1983, il y avait le concours d'agrégation. Il avait demandé que je puisse y aller avec mes sangs. J'ai estimé que je n'étais pas encore prêt. Ils sont allés en 83. Ils n'ont pas réussi. Ils ont estimé que c'est l'autre option marxiste-léniniste qui a fait que ils n'ont pas réussi. J'ai préparé le concours de 83 à 85. Je suis allé avec Mme Onsou. J'ai réussi major ex aequo. Kodiovi va y retourner en 87. Il va réussir. Moi, j'ai réussi premier ex aequo, mais lui va réussir en 87 major ex aequo avec les félicitations du jury. En 1985, quand j'étais agrégé, que Kodiovi n'était pas encore agrégé, on devait faire les nominations à la tête de l'ENA. J'ai dit à Zero, qui était devenu mon ami, que je veux que Kodiovi demeure directeur, je reste son adjoint. À l'époque, le bureau politique du PRPB se réunissait les mardis pour préparer les décisions qui seront prises par le Conseil national. Azero vient du bureau politique, il passe à la maison, il dit, mais j'ai défendu ton point de vue. Le président Kérékou a dit, ah, ce monsieur-là ira loin. J'étais agrégé, quand je n'étais pas agrégé. Je n'ai pas dit, parce que je suis agrégé, je dois être le directeur. Non, j'ai travaillé avec lui et j'ai beaucoup appris avec lui. Quand il est parti pour être directeur de l'Institut international des assurances, je suis devenu directeur de l'ENEG et puis après de l'ENA. Donc je n'ai pas cette mentalité de dire je dois être le meilleur ou je dois être le premier partout où je passe. Non. Je sais, j'apporte ma contribution, quel que soit mon positionnement. Je suis allé à la Cour constitutionnelle. Dossou Robert était président. Je crois que j'étais le seul agrégé du groupe. Hein. Est-ce que j'ai demandé à être président? Non, j'ai soutenu Dossou Robert qui a été élu. Il est vrai, en 2009, je suis devenu président de la Haute Cour de justice. C'est quand Dossou Robert n'était plus à la Cour constitutionnelle à la fin de son mandat en 1983. Puis nous sommes allés en 2013, nous sommes allés en 2008. C'est quand il n'était plus là que les gens m'ont proposé et j'ai accepté d'être président. Donc je n'ai pas cette ambition de dire parce que je suis là, je dois être le patron. Je sais qu'il y en a qui ont cette ambition, mais moi, ce n'est pas dans ma culture. Ma culture, c'est de servir et d'être utile à mon pays. Je suis au Bénin. Le président Yahi Boni est encore là. Je crois que c'était en 2016. Il m'a appelé pour savoir si je voulais être candidat à l'élection présidentielle. J'ai dit cela ne m'intéresse pas. Le président Yahi Boni a dit, je suis le seul Béninois qu'il a interrogé, avant les quatre qu'il a interrogés, qui n'aspire pas
à être président de la République. Ici, il est mort malheureusement. René Zissou, je crois en 2001, est venu me solliciter pour être candidat à l'élection présidentielle. On mettait les sommes à disposition pour pouvoir faire la campagne. Le président Zissou m'a honoré de son amitié. Son jeune frère René Zissou m'a honoré aussi de son amitié. C'est un président Zissou, au professeur Zissou, vraiment, cela ne m'intéresse pas. Je n'ai pas été candidat. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on me dit, ah, même quand on me le propose, je dis, ce n'est pas pour moi la priorité. La priorité, c'est de servir là où je suis. Vous avez compris maintenant? J'ai compris, Théodore Olo, un homme au service de la nation, comme l'a aussi bien dit pour conclure. Théodore Olo, comment appréciez-vous le service offert par Omer Wadaye à la nation béninoise? Est-ce que les premiers pas sont rassurants? Est-ce qu'ils sont réconfortants? J'ai lu sur les réseaux sociaux le fait que des marchands se réjouissent de la baisse des tarifs des nouveaux marchés qui créaient des tensions. Or, c'est un engagement qu'il a pris, je crois, au nord, avec des marchands qui avaient posé ce problème. Au niveau de la santé également, je crois qu'il a dit que la priorité, c'est la santé. On soigne avant de demander quand il y a des urgences et de payer. C'est déjà des signes qui montrent la volonté de prendre en compte le social. Quand il est arrivé, il a commencé des visites à l'extérieur, Nigeria, des pays de la sous-région. Aujourd'hui, il doit être en Mauritanie pour montrer la nécessité d'avoir un partenariat pour combattre ensemble le phénomène du terrorisme. Il y a des terroristes qui sont à nos frontières, mais quand ils viennent nous attaquer et qui sont de l'autre côté de la frontière, si nous n'avons pas un partenariat, échange d'informations entre le Niger et le Bénin, entre le Niger et le Burkina Faso, si nous n'avons pas la possibilité de poursuivre ces gens-là sur leur territoire, comment est-ce que nous pouvons les combattre efficacement? D'où l'utilité du partenariat. Et je dis que la constante de l'histoire, c'est la géographie. C'est des peuples qui ont été séparés par les frontières coloniales. Donc de part et d'autre, nous devons créer le vivre ensemble jusqu'à ce que nous allions un jour à une fédération. Souvenez-vous qu'en 1958, il était prévu la fédération du Mali, qui devait comprendre le Sénégal, le Soudan, c'est-à-dire le Mali actuel, la Haute-Volta, le Niger et le Bénin. C'était la Côte d'Ivoire qui n'était pas favorable parce que cette fédération échappait au contrôle de la France et c'est au fait qu'il a déconstruite pour créer le Conseil de l'Entente. Le Mali a gardé cette fédération entre le Sénégal et le Soudan. Il y a eu tension. Modibo Keïta a été renvoyé du Sénégal puisque le siège était au Sénégal, est revenu au Soudan, qui a gardé le nom de Mali. La CEDEAO était dans cette démarche, après l'intégration économique, de devenir une union politique. Mon souhait, c'est que nous devenions une union politique parce que c'est l'union qui fait la force. On a voulu déstabiliser le Congo démocratique en soutenant l'association au Katanga. Maintenant, c'est des petits groupes qui veulent se constituer compte tenu des ressources dont ce pays regorge. Ça a été la même tentative avec le Nigeria, avec le Biafra, que certaines puissances européennes ont soutenu. Heureusement que le Nigeria a résisté, parce que notre éclatement fait la force de ceux qui veulent profiter de nos ressources et nous maintenir dans le sous-développement et la pauvreté. Donc je suis pour non seulement l'unité nationale, mais pour la fédération. Vous avez vu, le Soudan qui était le pays le plus vaste de l'Afrique, sécession au sud, maintenant tension au sud, le Soudan, le Soudan aussi risque d'éclatement avec le combat entre l'armée et les forces de soutien rapide. Tout ça pour nous diviser, pour nous affaiblir.
Merci à vous, Théodore Olo, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Merci pour ces beaux développements, si je peux le dire, et comprenez un peu l'émotion. Chers amis, maintenant, ce sera tout pour cette émission spéciale. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.